Donc, notre prochain conférencier est M. Sébastien Turcotte. Sébastien est titulaire d'un baccalauréat en agronomie à l'Université Laval et a joint l'équipe du CDPQ en 2011. Et il agit en fait à titre de responsable du secteur bâtiment et régie d'élevage depuis 2015. Sébastien a acquis une grande expérience dans le domaine de l'élevage des truies en groupe. Au cours des dernières années, il a conseillé plus de 150 producteurs ayant effectué la transition de leur bâtiment et élevage vers une gestion des truies en groupe. Il possède également une expertise en aménagement de bâtiments et de quais de chargement, ainsi que dans la mise en application des normes de bien-être animal, de la ventilation et de la régie d'élevage. Dans le cadre de son travail, il est responsable des différents projets de recherche en lien avec ses champs d'expertise, plus particulièrement le développement de nouvelles technologies et la régie d'élevage. Donc, Sébastien, je t'invite à venir sur la scène pour nous présenter les résultats récents de la recherche sur les truies en groupe. Merci, Geneviève. La manette. Non, ça fonctionne. Parfait. Donc, comme Geneviève vous a mentionné, je vais parler des résultats récents de la recherche sur les truies en groupe. Donc, en 2014, le CDPQ a offert des journées de formation sur les truies en groupe. Puis, ma présentation aujourd'hui se veut un peu un update, une mise à jour des différentes études qui ont été réalisées au niveau des truies en groupe dans les 8 dernières années. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler principalement de la formation des groupes de truies, de l'impact de la superficie qu'on donne aux truies au niveau des performances et au niveau du bien-être des truies. Un petit résumé de 2 études aussi sur la conduite d'élevage, donc la différence entre les groupes statiques et les groupes dynamiques. Je vais vous parler de l'enrichissement, puis aussi brièvement de nouvelles technologies. Donc, au niveau de la formation des groupes de truies, donc Roy et Hall, en 2017, ont étudié l'effet de 3 stratégies de mise en groupe sur les performances et le comportement des truies. Donc, ils ont fait leur étude dans une ferme qui avait le système de réfectoire autobloquant en groupe statique, 23,7 pieds carrés par truie. Donc, ils ont comparé 3 moments où est-ce que les truies étaient mélangées. Donc, des truies étaient mélangées soit immédiatement au sevrage, soit 7 jours après les saillies ou 35 jours après le saillie. Donc, au niveau du taux de gestation, ici, il n'y avait pas de différence significative entre les 3 traitements. Par contre, au niveau du taux de mise bas, on peut voir que les truies qui étaient mis en groupe 35 jours après le saillie, le taux de mise bas était beaucoup plus faible. Au niveau du nombre de nez totaux, nez vivants par portée, il n'y avait pas de différence dans les 3 traitements. Au niveau des agressions, de lésions ou des boiteries, il n'y avait pas de différence non plus dans les 3 traitements. Puis au niveau du cortisol, c'est l'hormone qui permet d'évaluer le stress chez les truies. Donc, il n'y avait pas de différence non plus dans les 3 traitements. Donc, au niveau des résultats, donc les truies de recouvrement précoce, l'auteur mentionne qu'ils ont vécu un stress immédiatement après le sevrage, ce qui peut avoir stimulé la croissance folliculaire puis l'expression plus évidente de l'estrus, ainsi qu'un meilleur taux de mise bas. L'absence, mentionne également que l'absence de différence dans les agressions, cortisol et boiteries entre les traitements suggère que le bien-être des truies n'a pas été compromis dans aucun traitement. Stevenson et Hall, en 2015, ont étudié eux aussi les effets de moment de la mise en groupe. Donc, eux, ils ont fait ça dans un système cafétéria. Donc, les truies étaient logées dans un grand groupe de 85 truies. Une fois par jour, ces truies-là étaient déménagées dans un système cafétéria qu'on appelle, où est-ce que c'était des cages de réfectoire autobloquant. Donc, ils ont comparé le fait de mettre les truies en groupe immédiatement après la saillie, donc 1 à 7 jours après la saillie, comparativement à des truies qui ont été mises en groupe 35 jours après la saillie. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'au niveau des performances, il n'y avait pas de différence entre les 2 traitements. Au niveau des agressions, au niveau des blessures par truie, puis le niveau de cortisol, donc c'était plus élevé dans cette étude-là pour les truies qui ont été mises en groupe immédiatement après la saillie. Knox et Hall, en 2014, eux aussi ont étudié l'effet du regroupement des truies. Donc, eux, leur étude a été faite dans un système où est-ce qu'il y avait des DAC en groupe statique qui était logé à 18,7 pieds carrés par truie. Donc, eux, il y avait 4 traitements. Donc, ils ont regardé les performances des truies qui étaient laissées en cage pendant toute la durée de la gestation. Ils ont regardé aussi les truies qui ont été mises en groupe 3 à 7 jours après la saillie. Des truies qui ont été mises en groupe pendant le moment de l'implantation embryonnaire, donc entre 13 et 17 jours après la saillie. Puis des truies qui ont été mises en groupe 35 jours après la saillie. Donc, au niveau du taux de mise bas, donc on peut voir quand les lettres sont différentes, ça veut dire qu'il y a des différences statistiques. Donc, au niveau du taux de mise bas, donc, quand les truies étaient mises en groupe 35 jours après la saillie, étaient identiques aux truies qui étaient logées en cage. Puis,
dans cette étude-là, les truies qui étaient mis en groupe 3 à 7 jours après la saillie, donc c'est dans ce traitement-là où est-ce que le taux de mise bas était le plus faible. Au niveau du nombre de boiteries après la formation des groupes de truies, donc c'était les truies qui étaient mis en groupe 35 jours après la saillie qui avaient le plus de boiteries. Boiteries en fin de gestation, là c'est plutôt l'inverse. Il y en avait un peu moins chez les truies qui avaient été mis en groupe 35 jours après la saillie. Au niveau du cortisol, donc c'était les truies qui étaient mis en groupe 3 à 7 jours après la saillie où est-ce que le niveau était le plus faible. Puis, pour ce qui est des lésions à la tête en début de gestation en groupe, donc c'était les truies qui étaient mis en groupe 35 jours après la saillie qui avaient le moins de lésions à la tête. Donc, contrairement à certaines études, les résultats obtenus dans cette étude-là indiquent que les truies regroupées dans la première semaine après l'insémination ont eu des taux de conception puis des taux de mise bas plus faibles que les truies qui ont été regroupées 35 jours après la saillie. Brown, en 2015, a comparé les effets de 3 stratégies de regroupement. Donc, système de réfectoire autobloquant, des groupes statiques à 23,7 pieds carrés. Donc, eux, ce qu'ils ont comparé, c'était des truies qui ont été mis en groupe directement au sevrage, donc ils appelaient ça le traitement précoce. Eux, vu qu'il y avait le système de réfectoire, ce qu'ils ont fait, c'est que les truies, dans le traitement pré-socialisation, les truies ont été mis en groupe immédiatement au sevrage. Pendant le moment que les truies étaient en chaleur, ils ont été embarrés dans le système de réfectoire autobloquant. Puis, une fois que les saillies étaient faites, les cages étaient débarrées, puis les truies redevenaient en groupe. Puis, ils ont comparé ça aussi. L'autre traitement, c'était les truies étaient mis en groupe 35 jours après la saillie. Donc, au niveau du taux de fertilité, donc on peut voir que le meilleur taux de fertilité était obtenu pour les truies qui étaient mis en groupe dès le sevrage. Puis, le moins bon taux de fertilité, c'était celle qui était mise en groupe 35 jours après la saillie. Au niveau des lésions, donc c'était le traitement pré-socialisation où est-ce que le nombre de lésions était le plus faible. Puis, il n'y avait pas de différence au niveau du taux de cortisol dans les 3 traitements. Donc, les truies de traitement précoce et pré-socialisation, donc ces truies ont été mis en groupe dès le sevrage. Donc, ils ont vécu un stress immédiatement au sevrage, ce qui peut avoir stimulé la croissance folliculaire puis l'expression plus évidente de l'estrus. Puis, il n'y a pas eu d'autres différences de performance de reproduction entre les traitements. Puis, l'auteur mentionne que dans le traitement précoce, ça a montré une diminution significative du nombre de porcelains mort-nés. Puis, elle ramène ça à que l'effet de l'amélioration de la condition physique des truies et ou du niveau d'activité en début de gestation, c'est ça qui pourrait peut-être avoir eu un impact sur le fait qu'il y ait eu moins de mort-nés. Donc, selon les résultats des différentes études, nous ne semble pas avoir de moment idéal pour former des groupes de truies. Dans certaines études, quand on les met en groupe 35 jours, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. D'autres, c'est quand on les met en groupe tout de suite après la saillie. Les performances et les indicateurs de bien-être varient selon les études, selon les systèmes d'alimentation aussi. Donc, cependant, on voit qu'il est possible d'avoir d'excellents résultats tout en maximisant le bien-être dans toutes les situations. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est d'éviter de mettre les truies en groupe pendant l'implantation embryonnaire. Puis, c'est important pour ceux qui n'ont pas encore fait la transition de choisir le moment de formation en groupe qui convient le mieux aux méthodes de travail que l'éleveur veut travailler. Donc, il veut faire ses retours puis ses tests de gestation en cage ou veut le faire en groupe. Puis aussi, selon le bâtiment, des fois, si les cages sont rendues désuètes, donc on va essayer de garder un peu moins de cages puis dans ce temps-là, de mettre les truies en groupe plus rapidement. Donc, immédiatement après la saillie. Au niveau des superficies par truie, donc Greenwood et Hall, en 2016, ils ont étudié l'effet de différentes superficies pendant le regroupement des truies sur les agressions, puis sur le stress. Donc, cette étude-là a été faite un système d'alimentation au sol. C'était des groupes de 8 truies. Donc, pendant le regroupement, il y a des truies qui ont été mis à 21,5 pieds carrés, d'autres à 43 pieds carrés, puis un autre groupe à 64,6 pieds carrés. Puis, au jour 4, dans le fond, toutes les truies ont été ramenées à 21,5 pieds carrés. Donc, au niveau des résultats, donc la superficie n'a pas eu d'effet sur le nombre puis la durée des bagarres. Donc, ça n'a eu aucun impact au niveau des agressions. Puis, il n'y a pas eu non plus d'augmentation de comportement agressif lorsque les truies ont toutes été ramenées à 21,5 pieds carrés. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que pour les plus grandes superficies, lors du regroupement, il y avait une augmentation de l'activité des truies. Puis les truies passaient plus de temps aussi à explorer leur environnement, donc c'est un peu normal. Le parc est plus grand, donc les truies vont explorer tout son parc, donc c'est plus long à faire.
Puis aussi, ils ont remarqué qu'il y avait une augmentation des interactions sociales entre les truies, ce qui semble réduire aussi les blessures chez les truies de rang social plus faible. Donc, les résultats suggèrent qu'une plus grande superficie avantagerait les truies dominées. L'IEAL, en 2018, ont évalué, eux autres aussi, l'impact de deux superficies lors de la formation des groupes de truies. Donc, ce projet-là a été fait avec le système de DAC sur plancher entièrement laté, des groupes de 42 truies qui étaient regroupés à 35 jours après la saillie. Donc, le premier traitement, les truies étaient logées à 16,1 pieds carrés, puis étaient regroupées à cette superficie-là, puis ils restaient à 16,1 pieds carrés jusqu'à l'entrée en mise bas. Puis le deuxième traitement, les truies étaient regroupées à 22,6 pieds carrés pour la première semaine, puis après ça, ils ramenaient le nombre de pieds carrés à 16,1 pieds carrés jusqu'en mise bas. Donc, au niveau des résultats, l'augmentation de la superficie lors de la formation des groupes n'a pas affecté les lésions cutanées, l'incidence des boiteries ou les performances de reproduction des truies. Donc, ces résultats suggèrent que le bénéfice de donner plus de pieds carrés aux truies lorsqu'on forme les groupes de truies, donc, ce n'est pas vraiment clair. On a vu que dans l'étude précédente avec l'alimentation, il y avait peut-être un avantage. Ici, avec le système de DAC, pas vraiment d'avantage de donner plus de pieds carrés pour former les groupes de truies. Hemsworth et al. En 2016 ont étudié l'effet de superficie à partir du recoupement jusqu'à 27 jours après l'insémination sur les agressions, le stress et les performances. Donc, encore une fois, système d'alimentation au sol. Ils ont étudié 6 superficies différentes, entre 15,6 pieds jusqu'à 31,2 pieds carrés. Donc, au niveau des résultats, il y avait une diminution des agressions puis du stress lorsqu'ils donnaient plus de pieds carrés à leurs truies. Il y avait aussi moins d'agressions pendant les repas, puis le niveau de cortisol était plus faible aussi lorsqu'ils donnaient plus de pieds carrés à leurs truies. Par contre, la superficie allouée n'a pas eu d'effet sur le taux de mise bas, la grosseur de la portée, les nez totaux, les nez vivants et puis les morts-nés. Donc, en résumé, le fait de donner plus de pieds carrés va améliorer le bien-être de la truie, mais ça n'aura pas d'impact au niveau des performances. L'IEAL, en 2018, ont évalué l'impact de différentes superficies avec des truies en DAC sur plancher entièrement laté. Donc, dans cette étude-là, c'était des groupes de 42 à 51 truies. Les truies étaient mises en groupe 35 jours après la saillie. Donc, ils ont testé 4 superficies différentes, donc 16,1 pieds carrés, 18,3, 20,5 puis 22,6 pieds carrés. Donc, les résultats. Donc, la superficie allouée n'a pas affecté les performances ou les lésions cutanées. Puis l'espace alloué n'a pas influencé le poids, l'épaisseur de gras dorsal, la lésion et les boiteries durant la gestation ainsi que la lactation. Donc, aucune différence n'a été observée entre les traitements concernant les performances de reproduction. Ils ont regardé le taux de mise bas, le nombre de nez vivants, le nombre de sevrés, le poids de la portée à la naissance puis au sevrage, puis l'intervalle sevrage-estrus. Donc, dans cette étude-là, système de DAC, peu importe le nombre de pieds carrés qui est accordé aux truies pendant toute la gestation, ça n'a pas eu d'impact autant au niveau du bien-être qu'au niveau des performances. Plium et al., en 2017, ont mené une étude sur 15 élevages belges. C'était des troupeaux de moyenne de 400 truies. Donc, il y avait 8 fermes avec les réfectoires autobloquants, 3 fermes en bas-flanc, 3 fermes avec le système de DAC, puis une ferme à système d'alimentation au sol. Donc, au niveau des résultats, ils ont démontré que l'augmentation de la superficie allouée par truie réduisait le risque de développement de boiterie. Puis, c'est un fait quand même intéressant, les truies qui avaient plus de 10 de leur corps couvert de fesses avaient un risque accru de développer des boiteries dans les premiers jours après le regroupement, comparativement aux truies qui étaient plus propres. Par contre, il dit que il est possible que les truies boiteuses soient devenues plus sales parce qu'elles passent plus de temps couchées. Donc, c'est un peu l'œuf ou la poule. Par contre, peu importe le système, eux, ils ont trouvé que l'incidence des boiteries dans les premiers 3-5 jours après le regroupement était de 13,1 %. Ça veut dire qu'en moyenne, dans ces 15 fermes-là, il y avait 13,1 % des truies qui développaient de la boiterie 3-5 jours après qui ont été mis en groupe. Hemsworth et al., en 2013, ont étudié l'effet de la taille du groupe et de la superficie allouée sur le bien-être des truies. Donc, leur étude a été faite dans un système d'alimentation au sol. Les truies étaient alimentées 4 fois par jour. Les truies étaient logées soit en groupe de 10, de 30 ou de 80 truies. Puis, ils ont testé plusieurs superficies. Donc, au niveau des résultats, il n'y avait aucune relation entre la taille du groupe et les agressions au moment des repas.
Il mentionnait aussi que le lendemain du regroupement, le cortisol, donc le niveau de stress, puis les agressions diminuaient avec l'augmentation du nombre de pieds carrés qui étaient accordés aux truies. Puis également, pendant les repas, plus qu'on donnait de pieds carrés par truie, moins qu'il y avait d'agressions. Puis le cortisol était aussi plus faible, indiquant que les truies étaient avantagées au niveau du bien-être d'avoir une plus grande superficie. Excusez, je vais y arriver. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que la taille du groupe n'affecte pas les agressions puis le bien-être animal. Par contre, l'augmentation de la superficie allouée par truie va venir diminuer les agressions, va diminuer le taux de cortisol, puis va améliorer le taux de bien-être, le taux de mise-voix, dans cette étude-là. Morgan et Hall, en 2018, ont comparé l'effet de taille de groupe de truies sur différents paramètres. Donc, ce qu'ils ont fait dans cette étude-là, ils ont modifié les cages pour en faire des bas flancs. Donc, ils ont juste conservé devant la cage, puis ils ont coupé la cage, le derrière de la cage. Donc, dans ce système-là, pendant l'étude, ils donnaient 2 repas par jour. Ils ont comparé 4 traitements, donc des truies qui ont passé toute leur gestation en cage, d'autres truies qui étaient alimentées au bas flanc, mais dans un groupe de 7 truies, d'autres dans des groupes de 15 truies ou de 30 truies. Donc, au niveau des résultats, les performances de production et de reproduction étaient plus élevées pour les truies qui étaient logées en groupe versus en cage. Donc, les truies au bas flanc ont eu de meilleures performances que les truies qui ont resté en cage pendant toute la durée de leur gestation. Donc, les truies en bas flanc ont eu un meilleur taux de mise bas, un nombre de nez totaux puis de nez vivants plus élevé. Par contre, au niveau de la taille du groupe, il y avait des performances identiques que les truies soient logées à 7, 15 ou 30 truies par parc. Puis même chose au niveau du taux de cortisol, donc qui était identique dans les 3 grosseurs, 3 tailles de groupe. Donc, la taille du groupe n'a pas d'impact sur les performances. Whitaker et Hall, en 2015, ont évalué l'effet de la parité et puis de l'espace sur le bien-être et les performances de reproduction chez les truies en groupe en début de gestation. Donc, ils ont fait des groupes seulement de cochettes, de parité 1, ou des groupes de truies multisports. Puis, ils ont mis ces truies-là ou ces cochettes-là, soit à 15 ou à 30 pieds carrés. Le projet a été fait dans le système d'alimentation au sol. Donc, au niveau des résultats, l'espace alloué et la parité n'ont pas eu d'effet majeur sur la grosseur de portée et également sur le nombre de nez totaux. Par contre, ils ont vu une interaction significative entre l'espace alloué et la parité. Donc, pour les truies de parité plus élevées, lorsqu'on leur donnait plus de pieds carrés, il y avait une amélioration des performances de reproduction par une augmentation de la grosseur de la portée, puis plus de nez vivants. Donc, pour ce qui est de la superficie par truie et la taille des groupes, donc en résumé, donc, la superficie lors de la formation des groupes n'a pas d'impact sur les performances des truies et sur les indicateurs de bien-être, puis ça, peu importe le système d'alimentation. La superficie pendant toute la gestation n'a pas d'impact sur les performances des truies et les indicateurs de bien-être dans les systèmes où est-ce qu'il n'y a pas de compétition pour l'aliment. Donc, système de DAC autobloquant. Par contre, où est-ce qu'il y a de la compétition, système d'alimentation au sol et bas flanc. Donc, l'augmentation de la superficie peut améliorer les performances, va diminuer les agressions, les boiteries, puis améliorer le bien-être des truies. La taille du groupe, ça n'affecte pas les performances. Donc, on fasse des groupes de 5, 10, 15, 20 truies, 50 truies, 100 truies. Ça n'a pas d'impact au niveau des performances. Puis, il est important d'offrir plus de pieds carrés aux truies plus grosses, donc plus vieilles, surtout dans les systèmes d'alimentation où est-ce qu'il y a de la compétition. Donc, à la lumière de ces résultats-là, donc, le respect des superficies minimales du code de pratique, ainsi que les superficies minimum recommandées par parité ou par système d'alimentation semblent adéquates. Ce qu'on veut dire par là, dans le code, les recommandations sont pour les truies délogées entre 19 et 24 pieds carrés. Donc, à 19, pour les systèmes de DAC autobloquant, ça fonctionne super bien. Puis on le voit aussi que même si on donnerait 22 pieds carrés par truie, on n'aura pas nécessairement de meilleure performance. Par contre, dans les systèmes d'alimentation au sol puis de bas flanc, bien là, c'est d'aller dans l'autre fourchette, dans l'autre extrémité de la fourchette de superficie, donc donner plus de pieds carrés aux truies dans ces systèmes-là, donc viser un 22-24 pieds carrés par truie. Plush et Hall, en 2016, ont évalué l'effet d'un produit commercial qui s'appelle le Secure Pig sur le comportement agressif et le stress lorsque les truies sont mises en groupe.
Donc, le Secure Pig, c'est un analogue de synthèse de la phéromone maternelle de la truie qui préviendrait les effets négatifs reliés au stress en diminuant l'agressivité. Donc, selon le fabricant, sa durée moyenne d'utilisation se situe entre 4 à 6 semaines, dépendamment des conditions d'ambiance. Puis, le fabricant recommande de placer des blocs, comme qu'on voit ici, de 24 heures avant l'arrivée des animaux. Puis, c'est un bloc pour 270 pieds carrés. Puis, il existe aussi le Secure Pig en forme de spray qu'on pourrait mettre sur le cou de la truie qui ferait sensiblement le même effet. Donc, je n'avais pas d'image avec l'utilisation du Secure Pig sur des truies, mais ici, on a des images avec des porcelets. Donc, ici, c'est des porcelets où est-ce que le Secure Pig a été mis dans la salle, puis ici, où est-ce qu'il n'y avait pas de Secure Pig. Donc, on peut voir ici ce qu'on voit normalement dans les pouponnières quand on vient de mélanger les porcelets. Donc, il y a des agressions entre les porcelets pour l'établissement de la hiérarchie. Puis, avec le produit, avec la phéromone, on peut voir que c'est beaucoup plus calme. Il y a beaucoup de porcelets qui sont couchés, moins de porcelets qui vont explorer leur environnement. Donc, dans l'étude qu'ils ont réalisée, ils l'ont faite dans un système d'alimentation au sol. Donc, c'était des groupes de 6 truies de parité mixte. Ils ont fait ça dans 2 salles qui étaient identiques, mais c'est sûr qu'ils ne partageaient pas la même ventilation parce que c'est un produit qui est volatile. Donc, dans une des salles, ils ont mis 4 blocs de Secure Pig 24 heures avant le regroupement. Donc, au niveau des résultats, donc lors de la journée du regroupement, il y avait moins de comportements agressifs. Les truies ont été au repos sur une plus longue période. Puis, dans les jours suivant le regroupement, il y a eu également une diminution du nombre d'agressions. Par contre, il mentionne que lorsque les diffuseurs ont été retirés ou qui ont tous été évaporés, si on veut, ils ont vu une certaine augmentation des agressions. Selon l'auteur, l'utilisation de ce produit est une option intéressante pour améliorer les truies logées en groupe, mais d'autres travaux seraient nécessaires afin de déterminer son utilisation optimale. Donc, est-ce qu'il faut vraiment les utiliser de 4 à 6 semaines? Est-ce qu'une semaine, ça ferait bien? On propose également, pour des truies qui sont logées avec le système de DAC, de placer des blocs diffuseurs à proximité des DAC peut atténuer les agressions qui pourraient être liées lorsque les truies attendent pour aller s'alimenter. En 2017, Brown et al. Ont testé le phytosène liquide. Donc, le phytosène liquide il a été donné dans l'eau d'abreuvement 3 jours avant le mélange. Ça a été testé sur des porcs. Puis, les résultats vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a eu une diminution des comportements agressifs. L'auteur mentionne qu'il serait intéressant de tester ce produit-là chez les truies en groupe. Donc, au niveau de la conduite d'élevage, donc Boss et al. En 2016 ont comparé l'effet d'une gestion en groupe statique et dynamique sur les boiteries et les lésions au niveau de la peau et des onglons. Donc, l'étude elle a été réalisée sur 10 troupeaux en Belgique. Donc, 5 en groupe statique, donc une ferme avec le système de DAC, 3 fermes avec le Variomix Feeder, qui est un peu l'ancêtre des DAC, puis une ferme avec le système de réfectoire autobloquant, puis 5 fermes qui étaient en gestion dynamique, bien sûr, avec le système de DAC. Au niveau des résultats, donc les groupes statiques ont démontré un score de boiterie inférieur aux groupes dynamiques, puis une diminution aussi de la prévalence des lésions de la peau. Concernant la prévalence des lésions des onglons, donc, il n'y avait pas aucune différence entre les groupes statiques et dynamiques. Puis, peu importe le type de conduite, il y avait 75,5% des truies qui ont eu des lésions au niveau des onglons pendant la durée de la gestation en groupe. Donc, les chercheurs concluent que c'est les 3 premiers jours suivant le regroupement qui constituent la période la plus critique pour les boiteries, puis peu importe la conduite d'élevage, que l'élevage soit en groupe statique ou dynamique. Pierdon et al. En 2018 ont étudié l'effet de la familiarité chez les truies, donc par un prémélange, puis de la méthode d'introduction des truies dans un groupe dynamique. Donc, ça a été fait, bien sûr, dans un système de DAC, un parc de 130 truies, 20 pieds carrés par truie. Donc, les truies étaient soit introduites dans le groupe les truies étaient introduites une fois par semaine dans le groupe dynamique, puis avec 4 traitements. Donc, un traitement où est-ce que les truies étaient pré-mélangées. Donc, avant de les envoyer dans le grand groupe, il envoyait 8 truies dans un petit parc pour que ces truies-là apprennent à se connaître. Puis après ça, les 8 truies étaient envoyées en même temps dans le grand parc dynamique. Un autre traitement où est-ce que les truies étaient pré-mélangées, puis qui étaient envoyées une par une dans le grand groupe dynamique. Ensuite de ça, il y avait un traitement où est-ce que les truies n'étaient pas pré-mélangées, donc les truies restaient en cage. Puis après ça, ils étaient introduits en groupe de 8
dans le parc dynamique. Puis, des truies qui n'étaient pas prémélangées, donc qui restaient en cage, puis qui étaient rentrées une par une dans le groupe dynamique. Donc, au niveau des résultats, la méthode d'introduction des truies dans le groupe, donc qui soient envoyés individuellement ou en groupe de 8, ça n'a pas eu d'effet sur le nombre de lésions. Puis, leurs travaux suggèrent que le prémélange des truies au sevrage, ça n'améliore pas vraiment le bien-être des truies. Donc, il n'y a pas d'avantage à utiliser cette pratique-là. Au niveau de l'enrichissement, je voulais vous parler un peu de la relation homme-animal. Donc, l'homme, comme vous savez, peut être un enrichissement pour les truies. Donc, souvent, c'est un aspect qui est inconnu, mais c'est vraiment important. Donc, c'est quoi la relation homme-animal? C'est la relation, les interactions que l'éleveur a avec ses animaux. Donc, ça peut avoir un impact très important au niveau des performances. Puis aussi, ça peut avoir un impact sur la qualité de cette relation va influencer le bien-être des truies, puis aussi la facilité de travailler avec les animaux. Donc, comment ça fonctionne? Par exemple, si un éleveur a une mauvaise attitude envers les truies, donc un comportement agressif envers elles qui va frapper les truies, par exemple, ce que ça va faire au niveau de l'animal, l'animal va avoir peur. Donc, va, mettons, s'enfuir, va s'enfuir de l'éleveur. Si l'éleveur veut manipuler cette truie-là, donc il va aller la rechercher, mais la truie va avoir peur de lui, donc ça va être plus difficile pour l'éleveur, puis il va se choquer encore plus après cette truie-là qui n'est pas capable d'aller chercher. À l'inverse, si l'éleveur a une bonne attitude, donc qui est heureux avec ses truies, qui les manipule correctement, donc les truies vont le ressentir, les truies vont avoir confiance à cet éleveur-là. Les truies qui ont confiance, souvent, vont améliorer leur bien-être, ils vont être moins stressés, puis des truies qui sont moins stressés, souvent, ils vont mieux performer. Donc, ce concept-là a été évalué par Hemsworth et Hall en 2018, puis ils ont testé une approche humaine en examinant les effets d'un contact humain positif régulier sur la résilience au stress des truies gestantes en groupe de parité mixte. Donc, ce qu'ils faisaient, dans un des parcs, dans plusieurs parcs, mais en tout cas, dans un des traitements, ils ne rentraient pas du tout dans le parc. Puis, dans l'autre traitement, tous les jours, l'éleveur rentrait puis marchait lentement pendant 2 minutes dans son parc. Il s'arrêtait à toutes les 30 secondes, il s'accroupissait, puis il se mettait à parler à ses truies. S'il y a des truies qui s'approchaient, donc il les caressait. Au niveau des résultats, donc l'enrichissement humain n'a pas apporté aucun effet sur la résilience au stress, donc le niveau de cortisol qui a été mesuré. Ça n'a pas eu d'impact non plus sur l'agressivité des truies ou la productivité. Par contre, les truies avec enrichissement humain ont montré moins de réactions de peur lorsque le producteur rentrait pour aller vacciner ses truies ou pour faire des tests de gestation. Donc, les truies, ils ne s'en allaient pas, ils restaient, vu qu'ils avaient confiance au producteur, donc ils restaient là et ils étaient plutôt indifférents aux différentes pratiques que l'éleveur avait à faire dans l'enclos. Valérie Courboulet de l'IFIP en 2020 a fait une grosse étude sur l'impact de la relation homme-animal. Donc, dans cette étude-là, ils ont évalué 1724 truies de 54 élevages différents. La première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont classé les éleveurs selon 3 profils différents. Donc, les 54 éleveurs, ils ont classé de 3 manières différentes. Ils donnaient le profil 1 aux éleveurs où est-ce que la relation homme-animal est secondaire dans le travail avec les animaux. Donc, pour ces éleveurs-là, ils aiment leur travail, mais ils n'aiment pas nécessairement être en contact direct avec les animaux. Pour eux, la relation avec les animaux est plutôt secondaire, pas trop importante. Puis, le profil 3, c'est plutôt l'inverse. C'est des éleveurs où est-ce que la relation est centrale, la relation homme-animal est centrale dans leur travail. Donc, c'est des amoureux des animaux, des producteurs qui aiment ça pour prendre du temps, flatter leur truie, les caresser. Puis, ce qu'ils ont fait, ils ont regardé c'est quoi les performances zootechniques des élevages selon le profil des éleveurs. Donc, ils ont classé ici les performances des élevages selon le profil 1, profil 2, profil 3. Puis, ici, pour ce qui est du nombre de porcelets sevrés par portée, il y avait une différence significative. Donc, les amoureux de leur truie, ils sevraient 0,9 porcelets de plus que ceux que la truie est un peu moins importante, la relation qu'il y avait avec l'animal est un peu moins importante. Par la suite, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un test de réactivité, donc un test de confiance des truies envers l'homme. Donc, pour faire ça, il y avait une personne qui rentrait dans les enclos de truies. Ici, je sais, c'est des portelets, là, mais c'est pour imager. Donc, la personne rentre dans l'enclos, puis elle s'accroupit.
Puis, elle va donner une note ou une cote à chacune des truies ou cochettes. Donc, les truies qui avaient des notes de 0 à 2, donc c'est des truies qui ne se laissent pas toucher. Donc, la truie qui est à 0, bon, c'est elle qui est loin, elle a vraiment peur de l'humain. La 2, c'est peut-être une truie qui est rendue ici ou celle-là, parce qu'elle s'approche, elle est curieuse, mais elle ne se laisse pas toucher. Puis les truies qui ont les cotes de 3 ou 4, donc c'est des truies qui se laissent toucher. Donc, la truie numéro 3, c'est une truie qui se laisse toucher, mais si tu essaies de la flatter, ben, elle va s'en aller. Puis la 4, ben, c'est la tannante qui veut toujours qu'on la flatte, là. Donc, ils ont fait ça sur 1724 femelles. Au niveau des truies qui ont la cote 0, donc on peut voir il y a environ 25 à 30 des truies qui avaient la cote 0. Puis quand on regarde, c'est les truies multipares. Il y a 30 des truies multipares qui ont la cote de 0. Puis les plus tannantes, ou celles qui ont le moins peur de l'humain, ben, c'est les cochettes. Donc les cochettes, souvent, avaient une cote de 3 ou de 4 pour environ 25 ou 22 %. Donc, quand on additionne les deux, c'est à peu près 45 % des cochettes qui n'avaient pas peur de l'homme. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé les performances de ces truies-là selon la cote qui leur avait été attribuée. Donc, ils ont mis les cotes de 0 à 2 ensemble, 3 et 4 ensemble. Donc, pour ce qui est du nombre de porcelaines nés totaux, donc les truies qui avaient confiance à l'homme, qui n'avait pas peur, avait 16,9 porcelaines nés totaux comparativement à 16,3, donc 1,7 porcelaines d'écart. Puis ça, c'était une différence qui était statistique. Même chose au niveau du nombre de porcelaines nés vivants, donc il y avait une différence de 0,7 porcelaines également. Puis au niveau des sevrés, 0,3 de différence, puis c'était statistique aussi. Donc, le fait que les truies n'aient pas peur de l'humain, donc ils sont moins stressés, puis nous le rendent en étant plus productives. Dans cette étude-là, ils ont aussi regardé quels facteurs qui pourraient influencer la relation homme-animal. Donc, comme on a vu précédemment, il y avait le profil qui vient influencer. Donc, ici, avec une cote moyenne de leur troupeau de 2 comparativement à 1,7 et 1,4 pour les autres profils. Le type de case qui est plutôt le type de système. Donc, les truies qui étaient logées en DAC qui avaient une cote supérieure moyenne 2,2 comparativement à l'auge qui est le système de bas-flanc puis réfectoire autobloquant. Ça peut s'expliquer par le fait que dans les systèmes de DAC, l'éleveur va rentrer régulièrement dans ses parcs pour aller voir ses truies. Donc, pour la truie, ben, l'humain, c'est normal qu'il soit là. Donc, elle se rend compte que ce n'est pas dangereux. Elles sont plutôt indifférentes. Puis même, ben, si l'éleveur aime ses truies, ben, il va les flatter quand il va rentrer dans l'enclos. Ensuite de ça, le type de sol qui est plutôt soit caillebotis, c'est sur plancher latté ou avec de la paille. Donc, même chose, les troupeaux, ben, les truies qui étaient logées sur la paille avait une note plus élevée. Là, pourquoi? Un peu comme dans les DAC, l'éleveur doit rentrer régulièrement dans ses parcs pour soit ramener de la paille ou racler. Au niveau du rang de portée, donc on voit que les truies de parité 1, 2, 3 ont une note relation homme-animal plus élevée que les truies de parité 4 et plus, puis il y a une différence statistique. Puis le dernier point, c'est l'apprivoisement des cochettes. Donc les éleveurs qui prennent le temps d'aller voir leurs cochettes, d'aller les flatter quand ils sont en quarantaine ou en acclimatation, bien, ces truies-là vont avoir une note plus élevée de relation homme-animal. Au niveau des objets d'enrichissement, donc il y a plusieurs sources qui mentionnent que pour maintenir l'intérêt des porcs, le matériau ou l'objet idéal doit être destructible, déformable, consommable, mâchouillable, odorant et puis propre. Donc, selon plusieurs auteurs, ils arrivent avec les mêmes conclusions. Donc, les truies, ce qu'ils préfèrent le plus, c'est vraiment la paille. C'est leur choix numéro 1. Ensuite, ce qu'ils préfèrent, c'est la corde. En troisième position, c'est les objets suspendus, que ce soit des anneaux de plastique odorantes, que ce soit des bouts de bois suspendus ou juste une chaîne. Puis, ce qui fonctionne le moins bien au niveau de l'enrichissement, c'est les objets au sol. Souvent, dès que l'objet devient souillé, ben, les truies perdent tout intérêt à aller s'amuser avec ces objets d'enrichissement-là. Puis, dans toutes ces études-là, ils ont constaté que faire une rotation des objets d'enrichissement, ben, ça aide à maintenir l'intérêt puis à augmenter l'utilisation de ces objets d'enrichissement-là. Puis pour ce qui est des objets suspendus, ils doivent être placés à la hauteur du groin. Idéalement, les objets suspendus devraient être positionnés au milieu dans une zone de circulation et non
installé sur les parois de division d'enclos. Le pourquoi? C'est que quand il est installé au milieu, ben, il y a plusieurs truies qui peuvent jouer en même temps avec leur objet d'enrichissement. Puis dans plusieurs études, c'était bien démontré, donc l'utilisation d'objets d'enrichissement ne réduit pas l'agressivité des truies lors de la formation des groupes. Ça n'a aucun effet sur l'agressivité, le nombre de blessures, la concentration de cortisol salivaire puis les performances. Ils ont aussi observé que le pourcentage de temps passé à jouer avec les objets d'enrichissement augmente au fil des jours après la journée du regroupement. Quand les truies ont accès à de l'enrichissement comparativement à celles qui n'ont pas accès, donc dans les traitements où est-ce que les truies ont accès à des objets d'enrichissement, les truies passent plus de temps debout, signifiant quand elles sont debout, donc sont plus actives. Puis ça vient un peu renchérir le fait que l'enrichissement vient combler un besoin de la truie. Donc, si ce n'était pas un besoin, les truies resteraient couchées puis seraient indifférentes et ils n'iraient pas, jouer avec l'enrichissement. Puis ils ont aussi remarqué que les truies dominées, c'est elles qui passent le plus de temps à proximité des matériaux d'enrichissement, comparativement aux truies dominantes qui, elles, vont rester plus couchées. Puis souvent, les truies dominantes, ils vont aller se coucher près des sources d'alimentation. Müller, en 2015, a testé l'enrichissement nutritionnel pour voir l'impact sur le comportement et les agressions des truies. Donc, il a fait son étude dans un système d'alimentation au sol où est-ce que les truies étaient alimentées une fois par jour. C'était des groupes de 6 truies qui étaient logés à seulement 16,1 pieds carrés par truie. Pour un système d'alimentation au sol, c'est très peu. Donc, ils ont comparé 3 traitements différents. Donc, un premier traitement où est-ce que les truies avaient juste leur ration standard de 2,3 kg de moulée. Dans le deuxième traitement, ils donnaient 4 kg de moulée aux truies les 4 premiers jours, puis par la suite, ils diminuaient la quantité à la ration normale à 2,3 kg de moulée par jour. Puis, dans le troisième traitement, ils donnaient 2,3 kg de moulée par jour, plus les truies avaient accès à un bloc nutritionnel, comme on peut voir ici, qu'ils pouvaient lécher. Donc, au niveau des résultats, donc, le fait de donner une ration plus élevée d'aliments ou avoir un bloc nutritionnel, ça a permis de réduire le comportement agressif de poursuite, d'augmenter le temps en position couchée. Donc, les truies qui mangeaient plus de moulée étaient un peu plus lâches, donc ils restaient plus longtemps couchés. Et aussi de réduire le temps passé à fouir dans les 4 jours suivant le regroupement. Toutefois, tous les autres types de comportements agressifs, donc les agressions, les morsures, les poussées entre les truies, donc n'ont pas été diminués par le fait de donner plus de moulée. Finalement, au niveau de l'enrichissement, Silva et Hall, en 2017, ont évalué l'influence de la musique sur divers aspects chez les truies gestantes. Donc, il y avait 2 traitements. Donc, un traitement où est-ce qu'il n'y avait pas de musique. Puis, le deuxième traitement, c'est que de 8 h le matin à 18 h le soir, les truies écoutaient 2 heures de musique. Par la suite, il y avait 2 heures pas de musique. Ensuite, 2 heures de musique, etc. Puis, de la musique, c'était de la musique classique. Donc, c'était une playlist de 12 pièces de Vivaldi. Puis, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont noté la position des truies, leur niveau d'activité, le nombre de stéréotypies et aussi le comportement agonistique. Donc, au niveau des résultats, donc, la musique influence de façon positive les comportements des truies en procurant une plus grande détente, en réduisant le nombre de stéréotypies, puis ils ont aussi vu moins d'interactions agressives. Donc, la musique, c'est une bonne chose. C'est un enrichissement qui fonctionne bien, qui n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Au niveau des planchers, l'état de propreté des planchers dans les parcs de truies en groupe va dépendre de nombreux facteurs. Ça va dépendre du type de plancher, des lattes, du design des lattes. Il y a Nicolas Desvillers qui, cet après-midi, va venir vous parler de leur étude qu'ils ont fait par rapport aux lattes pour les truies gestantes. Mais la propreté va aussi dépendre de l'aménagement, de la configuration du parc, aussi du positionnement des points d'eau dans le parc. Ça va aussi dépendre de la ventilation, des courants d'air. Par rapport aux saisons aussi, des fois, on veut que le courant d'air tombe à telle place en été, mais plutôt le contraire en hiver, que le courant d'air aille plus loin. La propreté va aussi dépendre de la densité dans le parc. Donc, selon Greenwood et Hall en 2019, un sol sec résoudrait 80% des problèmes de boiterie. Donc, à partir de cette prémisse-là, Ebert et Hall en 2019 ont investigué l'utilisation d'un robot racleur qu'on voit souvent dans les fermes laitières, donc le robot Lely. Ils ont décidé de le tester chez les truies en groupe. Donc, ils ont fait cet essai-là dans un parc de 120 truies en groupe dynamique. Donc, les truies étaient mélangées immédiatement après la seille.
Donc, on peut voir le robot en fonction. Donc, ce robot-là, il peut être utilisé soit en sprayant de l'eau pendant qu'il fait son travail de grattage. Là, on voit ici, il y a un petit peu d'eau qui dégoûte. Ou il peut être utilisé à sec. Remarquez que les truies sont vraiment indifférentes par rapport au fait que le robot y passe. Donc, même les auteurs ont été surpris de ça. Tout le monde pensait que les truies allaient aller voir le robot puis allaient interagir avec lui. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, au niveau des résultats, le robot a montré de bons résultats de nettoyage. Donc, même après 6 heures après le nettoyage, les effets étaient toujours visibles. Donc, ici, sur la photo, on voit où est-ce que le robot a passé. Puis ici, on voit qu'il n'a pas encore passé dans cette section-là. Le nettoyage à sec a permis d'obtenir des surfaces antidérapantes plus rapidement qu'un nettoyage humide. Donc, comme je mentionnais, contrairement aux attentes, il y a seulement quelques truies qui ont interagi avec le robot. Puis, les quelques fois qu'il y a eu des interactions, c'est quand le robot s'arrêtait pendant son travail au milieu de nulle part. C'est là que les truies étaient curieuses et qu'ils allaient le voir. Mais pendant que le robot est en fonction, les truies, ils n'ont pas noté aucune interaction entre les truies et le robot. Donc, les truies se sont très bien adaptées à l'utilisation et au temps d'opération du robot. C'est sûr qu'ils n'ont pas fait par exprès de faire marcher le robot pendant la période où est-ce qu'il y avait beaucoup d'activité dans la ferme. Donc, souvent, ils le faisaient passer vers la fin de l'après-midi où est-ce que la majorité des truies avaient déjà consommé, où est-ce qu'il n'y avait plus d'attente devant les stations d'alimentation. Donc, selon l'auteur, l'utilisation d'un robot racleur dans les fermes porcines est recommandée, mais de petites modifications techniques devraient être apportées au robot. Donc, il recommande de vraiment un peu mieux protéger certaines pièces qui pourraient être facilement détachées par la truie. Au niveau des nouveautés, donc, je vais vous parler un petit peu d'intelligence artificielle, mais vraiment, vraiment rapidement. Donc, au niveau de la reconnaissance faciale, il y a plusieurs producteurs qui espèrent voir cette technologie arriver rapidement dans leur ferme. Donc, depuis 2018, on en entend parler. C'est surtout en Chine où est-ce que ça se travaille. Donc, le groupe Sichuan Tech puis le groupe Decon qui travaille en collaboration avec Alibaba, qui est le géant de la vente sur Internet, un peu l'équivalent d'Amazon, mais pour la Chine. Donc, quand on va sur Internet, on voit beaucoup de nouvelles possibilités avec ce système-là. Ils disent que c'est fonctionnel, sauf qu'en réalité, c'est dur de savoir ce qui est vrai quand ça vient de la Chine. Oh, 2 minutes, c'est bon. Mais quand on regarde les vraies études scientifiques qui ont été faites sur ce sujet-là, il y en a quand même beaucoup, mais ça a toujours été fait sur des petits nombres d'animaux. Donc, on peut voir ici les 4 études qui ont été faites. Puis le pourcentage, dans le fond, c'est le pourcentage d'efficacité de reconnaître la bonne truie, que l'algorithme ne se trompe pas. Donc, on peut voir que le pourcentage d'efficacité de bien reconnaître la truie augmente toujours. Puis il y a aussi beaucoup de recherches qui se font au niveau de la reconnaissance comportementale. Donc, avec l'intelligence artificielle, le but, c'est de trouver des problématiques dans l'élevage, donc soit une détection active de maladies, des boiteries, un changement de comportement, soit des truies ou de l'ensemble du troupeau. Donc, il y a beaucoup de travail de recherche et de développement qui a lieu actuellement dans ces domaines-là pour arriver à des produits commerciaux dans les prochaines années. C'est quoi les prochaines années? C'est-tu l'année prochaine? C'est-tu dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Je ne pourrais pas vous dire un matin. Puis, dans le cadre de la revue de littérature aussi, on a regardé c'est quoi les nouveautés qu'il y a chez les distributeurs qui vendent des équipements d'alimentation pour les truies en groupe. Donc, on a vu qu'il y a 2 équipementiers qui proposent des équipements qui permettent de peser les truies dans les DAC. Donc, ce serait quoi l'avantage d'avoir une balance dans le DAC? Donc, ça permettrait d'ajuster l'alimentation des truies en fonction de leur poids et de leur parité. Donc, c'est sûr que ce serait un peu plus précis que d'ajuster l'état de chair de manière visuelle comme que c'est fait actuellement. Puis, ce qui est mentionné aussi, c'est que si c'est utilisé dans la section entraînement, donc avant les premières saillies, donc ça permettrait d'atteindre les objectifs de poids à la première saillie correctement. Puis ça pourrait favoriser la longévité de la cochette dans le troupeau. Donc, en conclusion, la formation des groupes de truies est un moment stressant pour les animaux, puis où les bagarres pour l'établissement de la hiérarchie sont inévitables. Il est possible d'avoir des bonnes performances, peu importe le moment où les truies sont mélangées, mais il faut éviter le moment de l'implantation embryonnaire. On a vu aussi que la superficie par truie lors de la formation des groupes n'a pas d'impact sur les performances, n'a pas d'impact non plus sur le bien-être animal. On a vu aussi que la superficie par truie durant toute la gestation n'a que très peu d'impact sur les performances et le bien-être des truies dans les systèmes où il n'y a pas de compétition pour l'aliment. Par contre, dans les systèmes d'alimentation au sol ou au bas flanc,
Il est recommandé de donner plus de pieds carrés par truie pour obtenir peut-être de meilleures performances, mais du moins, assurément, améliorer le bien-être des truies. L'enrichissement apporte plusieurs bénéfices à la truie, puis peut même avoir un impact positif sur les performances. Donc, on l'a vu un peu avec l'étude au niveau de la relation homme-animal. Puis finalement, les nouvelles technologies feront leur apparition dans les maternités dans les prochaines années, seront un outil supplémentaire pour améliorer le travail au quotidien, ainsi que l'efficacité des fermes. Donc, merci. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai assommé comme faux avant le dîner. Hein? Il reste encore les tiers. C'est vrai. Pas de questions?